Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce matin. Le monde de la laïcité est divers. Les laïcs professent des opinions très différentes sur un très grand nombre de sujets, mais à notre émission d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un des sujets qui fait un peu problème, c'est la question du port du voile dans les écoles. Je vous retrouve dans un instant après notre générique. Si la question du port du voile se pose dans les écoles, c'est parce que des laïcs se sont exprimés sur ce sujet et ont adopté une attitude qui n'est peut-être pas celle généralement admise. Et nous allons un peu confronter les divers arguments au cours de notre émission d'aujourd'hui. Alors, j'ai invité Nadine Rosa Rosso. Vous avez coédité avec Marc Jacquemin un ouvrage intitulé du bon usage de la laïcité. Et là, vous prenez position de façon très nette. Vous nous expliquerez pourquoi et comment. Je dirais, pour vous présenter, que vous êtes professeur de français, vous êtes romaniste, et donc les questions de l'enseignement ne vous sont pas du tout étrangères. Alors, mon second invité, c'est notre ami Shemsi Cherif Khan. Je dis notre ami parce qu'il est membre du conseil d'administration de La Pensée et les Hommes. Il est juriste, il a fait des études de sciences sociales pour sa formation, et vous êtes aussi, Shemsi Cherif Khan, membre du Rappel. Vous allez peut-être expliquer tout à l'heure, au cours de l'émission, de quoi il s'agit. Nadine Rosa Rosso, j'ai été un peu interloqué, interpellé et je dirais même choqué par le titre de l'ouvrage que vous avez coédité, puisque le titre c'est « Du bon usage de la laïcité ». Est-ce à dire qu'il y a des laïcs qui font un mauvais usage de la laïcité? Oui, merci d'abord de me donner l'occasion de m'exprimer à ce sujet. Pourquoi le choix du titre? Parce que je pense que pour beaucoup de gens d'ailleurs, le terme de laïcité va de pair avec le terme athéisme ou agnosticisme, dans la mesure où la laïcité organisée regroupe les deux définitions dans sa plateforme. Oui, je ne veux pas vous faire injure, et vous savez bien qu'il existe deux laïcités. Une laïcité dite politique, exactement, qui demande la séparation très nette entre ce qui relève du domaine des croyances personnelles et ce qui relève de la vie citoyenne, et puis la laïcité philosophique qui regroupe, disons, entre guillemets, les incroyants. Mais dans les incroyants, il y a des athées, des agnostiques, des spiritualistes, enfin, il y a toutes sortes de gens qui professent des visions philosophiques différentes. Qui baignez là-dedans, si je peux dire, vous connaissez cette différence. Mais je pense que pour beaucoup de gens, justement, disons pour le commun des mortels, pour employer une expression claire, eh bien, les gens voient dans l'expression laïcité souvent ce regroupement laïcité politique et laïcité philosophique, c'est-à-dire que les laïcs seraient des gens qui, globalement, seraient des incroyants. Donc c'est pour ça qu'on a un peu employé ce terme, pour justement clarifier la laïcité dans laquelle on s'inscrit. Moi, personnellement, je suis aussi athée, donc je pourrais parfaitement me retrouver dans cette mouvance qui englobe les deux. Mais ce qui m'a semblé important, c'est de dire que dans la définition de la laïcité politique qui peut tous nous unir au-delà de nos croyances ou de nos non-croyances, il est important de préciser que, selon nous, la laïcité, c'est-à-dire la séparation entre l'Église et l'État, s'applique aux institutions, à l'État, aux bâtiments, notamment les bâtiments scolaires, des palais de justice, etc., mais non aux individus et aux usagers. Et donc, moi, j'ai été interpellée, non pas en tant que laïque, comme vous l'avez dit au départ, mais en tant qu'enseignante, par la pétition que notamment Shemsi avait initiée, et je suis contente qu'il soit là pour qu'on puisse en débattre, demandant l'interdiction du port du foulard aux élèves.
Oui, mais moi je reviens sur le... Oui. Vous êtes professeur de français comme moi, hein, Oui. et bon usage, ça nous dit quelque chose. Hein, et moi, bon usage, là, j'ai pas accepté. Hein. Pourquoi est-ce que vous pouvez, vous revendiquer du bon usage? Mais disons que c'était peut-être une coquetterie de professeur de français qui ne vous plaît pas, mais c'est un titre qui m'est venu comme ça. Non, ça veut dire que vous tirez la couverture à vous. Vous dites, nous avons le bon usage de la laïcité, et la majorité des laïcs qui sont contre le port du voile dans l'enseignement secondaire ferait un mauvais usage de la laïcité, c'est ça que vous voulez dire? Non, je pense que vous savez, comme professeur de français, que ça veut dire à propos du bon usage. Donc, effectivement, on veut lancer le débat, ça c'est vrai. Oui, sur la vous manière vous avez été carrément là, sans fioriture. Là. Ben ça, c'est une question de point de vue, parce que moi, j'estime que les gens qui, par exemple, demandent l'interdiction du port de foulard dans les écoles, ils vont aussi sans fioriture. Donc ça, fatalement, nos sensibilités sont différentes sur la question. Mais donc, effectivement, moi, je voudrais un débat sur... Mais nous l'avons aujourd'hui, voilà. hein, enfin, Eh ben entre voilà, autres. c'est au moins la preuve que le bouquin a servi à quelque chose. Donc moi, je voudrais un débat pour que, justement, on dise cette séparation entre les institutions et les religions, les convictions des gens, jusqu'où elle va. Et donc pour moi, justement, elle ne peut pas aller jusqu'aux individus et jusqu'aux usagers. Et je voudrais donc, si vous me permettez, dire, en tant qu'enseignante, mon expérience, parce que j'enseigne à des jeunes filles et à des jeunes femmes qui portent le foulard dans mes classes, mon expérience en tant qu'enseignante, c'est que ces jeunes filles ne se comportent pas de manière différente des autres, que contrairement à ce qu'on pense souvent, elles ne sont pas plus réactionnaires sur la question, par exemple, des femmes ou de l'avortement, enfin des questions éthiques qu'on réserve souvent justement à nous, les gens partisans de la laïcité et aussi incroyants. Donc mon expérience était que ces jeunes filles n'apportaient pas du tout un problème dans la classe du point de vue quand elles exprimaient leurs convictions, et d'autre part qu'en tant qu'élèves, elles se comportaient parfaitement bien. Elles ne faisaient pas non plus de prosélytisme, et que pour les autres élèves, musulmanes ou non, et pas voilées, elle ne représentait pas non plus une incitation à porter le voile ou à se convertir ou des choses pareilles. Donc je n'ai pas estimé, excusez-moi, qu'une loi sur la question était nécessaire. Or, c'était l'objet de la pétition. Et je voudrais ajouter qu'il y a aussi un aspect qui est que ces jeunes filles font, en général, il y a toujours des exceptions, mais disons dans leur grande majorité, partie des enfants issus des classes populaires qui ont déjà un handicap scolaire que les statistiques montrent quand même et qui malheureusement ne se résorbent pas malgré les avancées dans la démocratisation de l'enseignement. Et donc pour moi, leur mettre un handicap de plus n'est pas nécessaire. Et donc j'espère que c'est un débat qui commence. Hein. Je pense que c'est un débat qui commence. Il a commencé avant nous en France, mais j'espère oui, il a même commencé avant vous à la penser les hommes, parce que j'ai reçu Anne-Marie Lizin et Destex, qui sont deux hommes, enfin de personnalités politiques, enfin deux hommes politiques de personnalités politiques, et qui ont pris, il y a 2-3 ans, position contre le port du voile. Et puis est venue la loi française. On ne peut pas dire quand même que la France n'est pas un État laïque, et la France a pris très clairement position contre le port du voile dans les écoles. Donc vous faites un peu un combat très particulier. Non, parce que de toute façon, le débat a toujours lieu en France. D'abord, avant que la loi soit votée... La loi est votée et l'affaire est réglée. Hein. Mais je veux simplement dire, avant que la loi soit votée, et puisqu'ici elle n'est pas encore votée, il n'y a même pas encore, que je sache, une proposition de loi qui a été introduite, j'essaie d'intervenir dans le débat avant qu'elle soit votée. Mais je veux dire, la loi française a été précédée d'un très grand débat. Il y a eu plusieurs, notamment jugements, où on disait que la loi sur la laïcité de 1905 ne permettait pas d'interdire le voile, parce que la loi sur la laïcité de 1905 en France interdit les insignes religieux dans les bâtiments scolaires, chez les fonctionnaires, mais pas chez les élèves. Et donc il y a eu effectivement une loi en plus pour porter cet interdit des représentations religieuses plus loin que les institutions, les bâtiments, les fonctionnaires, mais aussi les personnes et les usagers. Et on voit que ça commence à exister aussi dans d'autres domaines. Quand on refuse de donner une allocation CPAS à une femme qui porte le voile, quand on interdit l'accès au palais de justice à une femme qui porte le voile, on voit qu'on veut toujours aller plus loin là-dedans. Et moi, je trouve que c'est un très mauvais message aux personnes musulmanes, c'est ma conviction, sur la conception de la laïcité. De là, le titre. Oui, vous allez vous en expliquer. Mais donc, en France, les choses ne se sont pas passées de façon rapide. Il y a une commission Stasi qui a étudié, qui a écouté tout le monde. Il y a eu une grande écoute. Et bon, bien sûr, la loi a été votée, mais c'est pas contre quelqu'un, c'est contre personne. C'est pour le respect du concept que les Français
se font de la laïcité. Shemsi Sherif Khan, que répondez-vous? De la République. Oui, de la République. De la République. Oui. Que répondez-vous aux premiers arguments présentés par Nadine Rosa-Rosso? Je voudrais d'abord très vite dire la satisfaction personnelle que j'ai à participer à ce débat. Parce que, souvenez-vous, en 2005, un certain nombre d'amis m'avaient demandé si je voulais bien poser ma candidature à la présidence du Centre d'action laïque. Je leur ai répondu que je n'avais ni l'illusion ni l'ambition de devenir président de cette institution, peu importe, mais que je poserai ma candidature pour qu'il y ait un débat. Donc le débat est lancé depuis lors. Certains de mes amis m'en ont voulu en disant « il ne faut pas rendre ce débat public ». Si les laïcs ont peur d'un débat public, franchement, je me pose des questions. Le débat est là, je suis ravi, et donc c'est très bien que ce débat ait lieu. Mais on débat de quoi au juste? C'est vrai que le sujet maintenant, c'est le voile à l'école, mais le voile, ce n'est pas juste un détail vestimentaire. Qu'est-ce qui a fait que le voile est devenu sacralisé? Pourquoi à un moment donné on a dit non, maintenant ça suffit, pas de voile à l'école? Mais c'est simplement parce que historiquement certains ont dit le voile islamique. Pourquoi parle-t-on de voile islamique, s'il vous plaît? Depuis quand parle-t-on de voile islamique? Pourquoi ne parle-t-on pas de la burqa islamique, de la niqab islamique et d'un certain nombre d'autres choses islamiques, de la barbe islamique de Abdullah Bastin qui teint sa barbe au henné comme le prophète, paraît-il? Non, attendez, de quoi parlons-nous dans nos sociétés? Non, je pense que derrière la question du voile, il y a d'autres choses quand même de plus importantes. Il y a un ensemble. Et dans cet ensemble, qu'est-ce qu'on trouve? Ce n'est pas l'islam qu'on trouve, c'est l'islamisme. Et moi, quand je feuillette ce livre, que je n'ai pas eu la chance de lire en entier, mais pour autant j'ai pu lire un certain nombre d'articles, mais je m'engage à le lire entièrement, je ne vois pas le mot islamisme, islamiste. Et donc, pour moi, tout le nœud du problème est là. Ce n'est pas l'islam qui pose problème. Ce n'est pas les 4000 signataires de la pétition qui seraient des islamophobes au sens de contre ou ayant la phobie de l'islam au sens essentiel du terme. Il ne s'agit pas du tout de ça. Donc, entre les 12 personnes qui accompagnent Nadine Rosa-Rosso, que j'ai envie d'appeler les 12 apôtres, et les 4000 signataires de... C'est pas gentil, pas du tout, mais il y a... Non, c'est un clin d'œil. Je pense que... C'est très éclectique. C'est amical. C'est amical. C'est très éclectique. Et les 4000 signataires de la pétition, j'aurais dire un mot de cette pétition, oui, on a un point commun. Oui. On a un point commun, c'est d'avoir... C'est notre compassion, au moins un point commun, c'est notre compassion pour les filles voilées de certaines écoles. Il y en a de moins en moins. On dit qu'il n'y a plus que 10% des écoles qui l'autorisent. Entre nous, les écoles catholiques sont de moins en moins nombreuses à autoriser. On peut y revenir si on a le temps. Mais enfin, on ne les a pas traitées d'intégristes catholiques qui interdiraient le voile islamique à l'école. Alors que nous, on nous a traités de talibans, d'intégristes de la laïcité. De laïcars. On a lu ça dans le journal. Regardez-moi dans les yeux et rassurez-moi. Non, j'ai dit dans le journal. Est-ce que j'ai l'air d'un taliban de l'intégrisme de la laïcité parti en croisade, ce sont les mots qu'on utilise, contre les pauvres filles voilées des écoles de Molenbeek et d'ailleurs? Il ne s'agit pas de ça. J'espère qu'on abordera la question de savoir pourquoi ces filles sont amenées à porter le voile et pourquoi elles en font quelque part une revendication. Mais dites-le nous, vous connaissez bien l'islam, vous, Shemsi Sherif Khan. Alors pourquoi y a-t-il une petite minorité de jeunes filles musulmanes qui revendiquent le port du voile? Pourquoi? On ne comprend pas très bien ça. Entrons dans le vif du sujet, oui. Ne tournons pas autour du pot. J'ai déjà posé la question pourquoi à un moment donné on parle du voile islamique alors que par exemple on ne parle pas de la burqa islamique. Donc, dans les traditions de certains pays musulmans, il y a des habitudes vestimentaires et le voile existait déjà avant l'islam et existe en dehors de l'islam. Tout ça. Ah oui, la Sainte Vierge aussi portait le voile. Voilà, donc ce n'était pas le voile islamique. Bon, pourquoi subitement et depuis quand le voile est devenu islamique?
ou le foulard, parce que pourquoi le foulard et pourquoi le voile? Ce sont des subtilités, je pense, sémantiques sur lesquelles il faut s'arrêter si on a le temps. Bon, mais à un moment donné, et précisément depuis la prise du pouvoir en Iran par l'ayatollah Khomeini, le port du voile et du tchador accessoirement, ou je ne sais pas lequel est obligatoire sur le plan légal, il y a une loi en Iran qui oblige les femmes à porter ce genre de vêtements. Donc c'est une obligation. Depuis lors, nous assistons en Europe à une espèce de montée de revendications en faveur du port du voile dans l'espace public et notamment dans les milieux scolaires. Donc, dans le livre, je lis par exemple que ce sont dans certaines municipalités françaises, des maires de droite qui auraient à un moment donné fait un cas de problème, une urticaire à l'égard du voile. Mais pourquoi ont-ils réagi à ça? Parce qu'il y a eu une revendication en faveur du voile dit islamique. Et c'est cette notion de voile islamique qui me pose de terribles problèmes. Qui nous pose, à nous, dans notre société, en Europe, d'une manière générale, pose problème dans la mesure où on sacralise un élément vestimentaire. Pourquoi le fait-on? Et pourquoi pas la burqa, par exemple? Si on avait dit la burqa islamique est sacrée pour les musulmanes, tout le monde aurait dit, attendez, la burqa, ah non, pas ça. Bon. Oui, mais c'est pas vrai, puisqu'il y a des tas de pays musulmans où les jeunes filles ne portent pas le voile. Récemment, en Turquie, on a un peu assoupli la loi à l'égard de l'interdiction du voile. Il y a des tas de pays d'Afrique du Nord, etc., où les jeunes filles dans les universités, dans les lycées, ne portent pas le voile. Est-ce que c'est d'ailleurs inscrit dans les obligations de l'islam, le port du voile? Pas du tout. Il me semble. Ni Dieu ni le prophète n'ont jamais dit que pour aller à l'école, les filles devaient porter le voile. Donc ça, je dis ça un peu caricaturalement, mais je reproduis les paroles d'un grand penseur musulman, un grand écrivain par ailleurs. Mais la question est effectivement de savoir si ça a une vocation religieuse et si le port du voile relèverait de la liberté de religion. Donc moi, je m'inscris en faux contre cela. Moi, j'ai un peu l'impression, mais je vais interroger Nadine Rosa-Rosso à ce propos, j'ai un peu l'impression qu'au-delà de cet attribut vestimentaire, il y a des options politiques et que c'est peut-être pour lutter contre l'expansion de ces options politiques qu'un certain nombre de chefs d'établissement en Belgique ont interdit le port du voile. Est-ce que le voile n'est pas compris par la population en général comme au-delà de l'expression religieuse d'une volonté politique qui toucherait alors d'autres secteurs de l'enseignement, la nourriture dans les écoles, les cours de gymnastique, éventuellement même les cours de biologie, où un jour on pourrait entendre des islamistes réclamer que l'on ne propage plus les positions darwiniennes, par exemple. On peut imaginer toutes sortes de choses. D'abord, moi je voudrais dire que je parle en tant qu'enseignante qui enseigne en Belgique, concrètement à Bruxelles, dans des milieux populaires. Si j'étais iranienne, peut-être que je mènerais un tout autre combat. Parce que je veux quand même préciser que je suis aussi bien contre l'imposition du voile que contre son interdiction. Pour moi, dans la mesure où c'est une pratique... Vous ne soyez pas une Iranienne en Belgique, parce que les Iraniennes en Belgique prennent fait et cause pour l'interdiction du voile. Le prix Nobel de la paix, la femme iranienne dont j'oublie toujours le nom, elle s'est opposée aux deux, aussi bien à l'imposition qu'à l'interdiction. Voilà. Donc moi je dis c'est une pratique. Elle accepte le port en Iran parce que c'est la loi. Non. La loi l'impose. Elle s'est opposée à l'interdiction dans nos pays aussi. Donc, je veux dire, pour moi, c'est une pratique religieuse. Ça veut dire que ça relève effectivement d'un choix individuel. Non, mais non, Chemsi vient de dire que ce n'est pas une pratique religieuse. La religion n'impose pas le voile. Ce sont des usages sociaux dans certaines parties. Tout le monde sait que, quelle que soit la religion, que vous preniez des gens de la religion juive ou catholique ou protestante ou musulmane, il y a toujours une grande variété d'interprétations des textes de loi. Oui, mais là, il s'agit de l'interprétation la plus radicale. On a des élèves juifs dans nos écoles, ils ne portent pas la kippa. Parce qu'on sait bien que le port de la kippa, c'est quand même lié à un certain mode orthodoxe juif. Mais je vous rends la parole, excusez-moi. Donc, moi, je pense, sur base de mon expérience et sur base quand même d'un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites chez des jeunes filles portant le voile, que d'abord, ça exprime énormément de choses différentes parmi ces jeunes filles. Et d'ailleurs, quand on les voit, il y a aussi énormément de manières différentes de le porter. Et là, effectivement, on pourrait dire plus ou moins orthodoxe, bon, plus ou moins lié à une certaine conception stricte ou moins stricte de leur texte. Moi, personnellement, je ne me permets absolument pas de juger quelle est la bonne interprétation du Coran ou de la Bible ou du Talmud, puisque je ne suis pas croyante, donc ce n'est pas mon domaine.
je ne vais pas me mêler de ça. Lui, il est savant en matière d'islam. Oui, mais il connaît l'islam. Oui, mais je voulais dire deuxièmement, de juger, en ce qui concerne la revendication politique dont vous parliez, oui. Je signale. C'est ce que je crains, je veux dire, oui, c'est ce que je crains au-delà du port d'un attribut vestimentaire. Je voudrais dire que le prosélytisme politique est déjà interdit dans les écoles. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi pour ça. Les écoles de l'enseignement officiel sont soumises au décret sur la neutralité, et d'ailleurs aussi, il y a des prescriptions pour les écoles subsidiées, confessionnelles pour la plupart. Donc nous avons des armes qui nous permettent, si des élèves dépassaient la simple affirmation d'une foi et voulaient en faire un combat politique, quelle que soit d'ailleurs leur foi au départ, eh bien, il y a déjà un décret sur la neutralité qui existe et qui dit comment il faut traiter ces questions. Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas des pressions de la part des jeunes filles qui portent le voile à l'égard de celles qui sont de tradition religieuse musulmane et qui n'en portent pas? Mais non, pas du tout. Moi, je n'ai jamais remarqué. Il y a eu une chercheuse qui a fait une enquête sur les 8 écoles qui restaient il y a 2-3 ans dans la région bruxelloise où c'était encore toléré. Elle a dit que ce n'était pas vrai. Et c'est une enquête qui est faite en discussion avec les enseignants, avec la direction et avec les élèves concernés. Je voudrais quand même dire, que ce soit en France ou en Belgique, la revendication d'interdire le port du voile n'est jamais venue des élèves. Moi, je pense que si les élèves avaient été mis sous pression, les jeunes, je parle, avaient ressenti une forme de pression ou d'une autre, ils auraient aussi revendiqué l'interdiction. Or, que ce soit en France ou en Belgique, si je me trompe, il faut me le dire, mais moi, je n'ai jamais entendu cette revendication venant des élèves non voilés ou athées, etc. Donc, parmi les jeunes, ça n'a jamais été vécu comme un problème. Et pour revenir à ce que vous disiez sur les cours... Est-ce qu'on peut dire que ce sont les parents, alors, qui souhaitent le port du voile pour leur jeune fille? Oui, je vous en prie. Pour ce qui est de parler des cours, moi, ma position en tant qu'enseignante, elle est claire. Il y a une matière qu'en tant qu'enseignante, je suis obligée de suivre et que je dois enseigner à mes élèves et sur laquelle, à la fin de l'année, je dois les tester et malheureusement, j'aime pas faire ça, mais les coter. Donc, si une matière est au programme, je l'enseigne. Oui, mais dans votre matière... Et j'oblige mes élèves à la connaître. Autre chose, je ne peux pas obliger mes élèves à être d'accord avec. Parce que moi, j'ai appris des choses quand j'étais à l'école avec lesquelles je n'étais pas d'accord, mais je connaissais le contenu, donc si le prof me disait « c'est quoi ça, ça et ça », je savais y répondre. N'empêche que j'avais encore mes opinions. Donc, on n'a pas besoin de nouvelles lois pour ça. On a une bonne réflexion sur l'enseignement. On a le pacte scolaire, on a le décret sur la neutralité, qui nous donne vraiment des armes pour que tout ça reste dans des limites acceptables. Et donc, moi, je pense que cristalliser de nouveau sur cette affaire-là, ça fait que rendre les choses plus conflictuelles. Et moi, je voudrais justement déconflictualiser l'affaire. Oui, mais ce n'est pas l'exigence de servir de la viande halal dans les repas, ce n'est pas l'exigence de séparer les enfants, les garçons des filles dans les cours de gymnastique et de natation qui va... Mais moi, à la cantine scolaire, je vous l'ai dit, j'étais dans les écoles de la ville de Bruxelles, des écoles officielles, on mangeait toujours du poisson le vendredi, ce qui, à mon avis, est quand même une pratique catholique. J'en ai jamais fait un scandale. Bon, le poisson, c'est le poisson, autant bouffer du poisson un jour par semaine que pas du tout. Mais quand même, on nous imposait... Non, il faut quand même dire que ceux qui demandent d'avoir des repas halal n'exigent pas que les autres les mangent, tandis que nous, on nous a obligés à manger du poisson le vendredi. Donc, moi, personnellement... Pour moi, ce sont des choses qu'on doit négocier. Ce n'était pas un principe religieux, c'était une simple pratique commerciale. Il y a plus de poissons sur le marché le vendredi que le lundi. C'est pas vrai, c'est parce que les traditions chrétiennes dans nos civilisations sont beaucoup plus anciennes que la religion musulmane qui est venue avec l'immigration, donc qui est récente. C'est quoi? C'est 30 ans. Nous avons combien d'années, combien de siècles de catholicisme derrière nous? Donc on en a hérité beaucoup de choses. Et moi je dis, les catholiques ont évolué, laissons un petit peu de temps aux musulmans aussi d'évoluer avec nous. Et donc je suis contre les interdits pour le dialogue, tout en gardant les acquis des combats pour la laïcité qui, à mon avis, permettent de régler 99% des problèmes. La parole est à Shensi pour vous répondre. Avec le temps, si tout va bien, nous aurons du poisson halal, et donc ça résoudra certains problèmes. Revenons au voile. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait au moins un point commun entre les co-contributeurs du livre et les 4000 signataires de la pétition, c'est notre compassion pour les filles voilées. Alors, les co-auteurs, pour protéger les filles voilées, s'en prennent aux talibans intégristes de la laïcité que nous serions pour les protéger. Bon, bien, on peut en débattre,
encore que je ne me vois pas dans la peau d'un taliban parti en croisade contre ces filles voilées. Nous voulons les protéger contre qui? Parce que nous sommes aussi, nous éprouvons de la compassion pour ces filles, nous voulons les protéger contre qui? Mais contre ceux qui préconisent une version de l'islam, ceux que j'appelle sans hésiter des obscurantistes, des fondamentalistes qui défendent une conception archaïque de l'islam dans notre société, conception archaïque dans laquelle le voile est sacralisé. Sacralisé. Le voile n'est pas sacré dans les textes sacrés, si j'ose dire. Il est sacralisé par certaines personnes qui ont cette conception de l'islam. Et qui instrumentalisent les choses. Qui on appelle ça de l'islamisme. Les 4000 signataires de la pétition ne sont pas des islamophobes, ce sont des gens qui n'ont rien contre l'islam en tant que religion. Ce n'est pas l'islam qui pose problème, c'est cet islamisme qui pose problème. Donc nous ne sommes pas des islamophobes au sens de nous aurions quelque chose. Écoutez, c'est la religion de mes ancêtres. Il y a une mosquée de Bitlis qui porte le nom de mes ancêtres et de ma famille. L'enjeu aujourd'hui dans notre société, c'est la défense des musulmans laïcs. Parce que j'apprends dans ce livre que Radouane Boulal, Malika Hamidi seraient aussi des musulmans laïcs. Je suis ravi d'apprendre qu'ils le soient. Je voudrais leur demander en quoi ils sont musulmans laïcs. Sont-ils d'accord avec nous de séparer le domaine du droit du domaine de la foi, en rappelant que les questions les codes vestimentaires, les codes alimentaires, c'est du domaine du droit musulman et qui n'a pas sa place dans l'état de droit qui est le nôtre. Bien, on est malheureusement arrivé au terme de notre émission. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres arguments qui pourraient être présentés par vous, Nadine Rosarosso, ou par Shemsi Chérif Khan. Nous reviendrons sans doute prochainement sur le sujet qui est très brûlant, mais je vous remercie d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que vous avez co-dirigé l'ouvrage intitulé « Du bon usage de la laïcité ». Vous avez pris, vous, une position très ferme que vous avez défendue au cours de notre émission d'aujourd'hui. Eh bien voilà, c'est terminé. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt